Le crime de Rouletabille, d'après Gaston Leroux. Adaptation, Stéphanie Reynaud et John Mack. Interprétation, Patrick Blandin, Patrick Martinez-Bourna, Philippe Collin, Stéphanie Reynaud, Frédéric Chevaux. Un programme Maurice Clément Fèvre. On imagine facilement quelles furent sa stupéfaction, son ahurissement et son désespoir lorsque, le moment venu, Rouletabille lui expliqua qu'on ne l'avait introduit dans une fabrique de machines à coudre que pour l'envoyer à Essen. Et quand il sut quel chemin il devait prendre pour se rendre plus sûrement chez Krupp, d'abord, le chemin de la tranchée. Ensuite, Ensuite, dans un petit combat d'avant-garde, arrangé tout exprès pour lui, et il devait être assez adroit pour se faire prisonnier. Défense d'être tué ou blessé. Si tu suis bien le programme, notre séparation sur laquelle tu te lamentes ne sera que de courte durée. N'oublie pas de dire au premier Feldwebel auquel tu auras affaire que tu as travaillé toute ta vie dans les machines à coudre. Il paraît que c'est le plus sûr moyen d'être envoyé à Essen où nous nous retrouverons. Pourquoi ne pas nous y faire envoyer ensemble? Pourquoi nous séparer? Pour n'éveiller aucun soupçon. Moi, je me ferai prendre sur un autre point du front. Ne t'occupe pas de moi. Et qu'est-ce que nous allons faire à Essen? Pourrais-tu me le dire? Mais je te l'ai déjà dit, mon bon Lacandeur. Nous allons fabriquer des machines à coudre. Ah oui, j'ai compris. Encore quelques coups de ta façon. L'affaire, bien montée et dirigée par Rouletabille, avait parfaitement réussi. Lacandeur avait été fait prisonnier sans qu'apparemment il en eût résulté pour lui trop de dommages. Il n'en avait pas été de même pour Rouletabille. Le reporter s'était fait prendre devant Verdun dans un boyau qu'il avait choisi, lui-même, comme le plus propre à servir son entreprise. Cette tranchée était dénommée Boyau International, car il appartenait en partie aux deux camps. Vers le milieu, on avait jeté quelques sacs de terre derrière lesquels, à quelques pas l'une de l'autre, veillaient les sentinelles. La sentinelle française et l'allemande causaient quelquefois entre elles. Rouletabille parlait maintenant couramment l'allemand, qu'il avait appris depuis son mariage, Ivana étant à peu près polyglotte. Le reporter avait fait entendre à son vis-à-vis qu'il y avait pour eux deux une façon assez simple et très intéressante de mettre fin au danger de la guerre. Il n'avait qu'à se constituer prisonnier, lui des Fritz, l'autre des Français. Franchissant les sacs, ils se croiseraient en route et s'avanceraient en criant « Camarades !» La sentinelle adverse avait acquiescé d'enthousiasme, et Rouletabille avait commencé d'exécuter le programme accepté par les deux parties. Mais il n'avait pas plutôt dépassé la sentinelle que celle-ci, revenant sur ses pas, lui lançait une grenade. Le reporter fut renversé et blessé à l'épaule. Fait prisonnier, il avait été évacué sur le camp de Rastatt, où il était resté 15 jours. La blessure n'était pas grave, mais ce qui était le plus grave, c'était le temps perdu. Quand il fut guéri, ou à peu près, son anxiété ne fit que croître, car en dépit de tous les renseignements qui lui avaient été fournis, le fameux truc des machines à coudre ne semblait pas du tout devoir réussir. On ne lui faisait du reste aucune offre de travail. 8 jours s'étaient encore écoulés de la sorte. Le reporter avait commencé d'imaginer un tout autre plan qui consistait à s'évader de Rastatt et à se rapprocher d'Essen par étapes de nuit. Mais alors quelle différence de travail entre ce qui lui restait à faire et ce qu'il avait pu espérer si ses geôliers eux-mêmes l'avaient introduit dans la place. Et puis tout à coup, un soir où, désespéré, il allait mettre le projet d'évasion à exécution, l'affaire de la machine à coudre avait été réglée. On venait lui demander s'il voulait travailler dans sa partie. On lui offrait un salaire de 3 marks par jour. Il acceptait. Et on le faisait monter dans un train pour Essen. Le renseignement de Nourri était bon. Et l'imagination qu'avait eue Rouletabille, excellente. Maintenant, le reporter se disait « Pourvu que la candeur ait eu autant de réussite que moi et que je le retrouve là-bas, avec le bon géant, l'aide de Dieu et celle de cet aimable petit voyou de Vladimir, on pourrait se mettre au travail sérieusement. » Essen.
Essen. Vision gigantesque, vision fantastique, infernale. Maintenant, le train qui amène Rouletabille pénètre au cœur même de l'enfer. Ce qu'il a traversé jusqu'alors ne pouvait que le préparer à ce cauchemar. Des centaines de cheminées énormes crachent vers le ciel une fumée innombrable qui voile la face du soleil et arrête ses rayons, et déverse sur la ville une pluie de cendres et de scories comme le ferait un volcan en éruption. Seulement, si le volcan s'arrête quelquefois, Essen ne s'arrête jamais. Le dieu Krupp est plus puissant que Vulcain, et les maîtres de forge de la mythologie sont de bien petits messieurs à côté de nos fabricants d'armes modernes. Au moment où le train entre en gare, le bruit de la ville devient de plus en plus assourdissant. Au sifflet des locomotives et au tocsin des tramways se sont joints tout à coup des hurlements de sirènes, et puis les coups de canon lointains venus du polygone. Comme base à ce prodigieux vacarme, le bruit puissant et continu, le halètement formidable des usines, la respiration monstrueuse de l'hydre aux 500 gueules de flammes. Rouletabille en est comme étourdi. Il s'attendait bien à quelque chose de formidable, mais ce qu'il voit, ce qu'il entend, dépasse toute imagination. La vingtaine de prisonniers français qui ont fait le voyage avec lui dans leur ahurissement se laissent pousser, bousculer, injurier par leurs gardiens. Rouletabille s'attendait à être conduit d'abord au camp dont lui avait parlé Nourri, mais il s'aperçut bientôt qu'on lui faisait prendre la direction de l'ouest, c'est-à-dire des usines. Ses compagnons et lui avançaient entre les soldats qui avaient mis baïonnette au canon, sous la direction d'un Feldwebel de la territoriale dont les prisonniers n'avaient pas eu trop à se plaindre pendant tout le voyage. Bien que l'on fût un dimanche et à une heure matinale, les rues étaient pleines d'ouvriers qui se dirigeaient tous du même côté, vers l'ouest. Ils allaient certainement relever les équipes de nuit. Des hommes débouchaient de toutes parts et semblaient sortir de terre. Tout ce noir fourmillement marchait sans un cri, sans même un chuchotement. On entendait les pas innombrables sur le pavé. La petite troupe dans laquelle se trouvait le reporter était comme entraînée dans ce muet tourbillon. L'impression était sinistre de cette sombre armée se rendant en silence à son effroyable besogne. Entre les façades noires et enfumées des maisons devant lesquelles s'étalait comme des morceaux de linge sale le carré lamentable des petits jardins déguenillés. À mesure que l'on approchait des usines, le regard était arrêté par d'énormes conduites de fonte qui traversaient les rues d'un mur à l'autre, reliant les ateliers, barrant l'horizon à la hauteur du 2e étage. Enfin, voici le mur et l'une des 100 portes gardées par les pompiers à casquettes rouges qui font sentinelle et qui dévisagent ceux qui entrent avec la plus active vigilance. La troupe s'était arrêtée près de la loge du portier. Le fleuve des ouvriers glisse, s'engouffre sous le portique. Rouletabille s'est placé de façon à ne rien perdre de ce qui se passe lors de l'entrée des ouvriers. Chacun d'eux décroche en entrant d'une immense table noire un jeton de métal qui porte son numéro. Sans doute l'ouvrier doit-il, en arrivant dans l'atelier, le remettre au chef d'atelier. Puis il le lui reprendra en sortant, le soir, et le jettera ici dans cette caisse qui a la forme d'une énorme boîte aux lettres, et dans laquelle, en effet, une équipe sortante précipite à l'instant même ses jetons. Le lendemain, chacun retrouve son jeton à la même place que la veille, et ainsi nul ne saurait échapper au contrôle. Enfin, le Feldwebel fait un signe, et les prisonniers se remettent en marche. À ce moment, l'émotion de Rouletabille est à son comble. Il va pénétrer dans ce monde si jalousement gardé des usines, et ce sont les Allemands eux-mêmes qui vont l'y introduire. Une si parfaite réalisation de son plan l'enivre d'une telle joie qu'il doit songer à la dissimuler. Il avait tant redouté d'être forcé finalement de travailler pendant la nuit ou dans l'ombre en se dissimulant, au prix de 1000 périls, dans ce pays du brouillard et du charbon et du fer, qui va de Düsseldorf à Dortmund en passant par Eberfeld, Duisbourg, Mülheim, Solingen, Oberhausen, et dont Essen n'est qu'un quartier, et dont les usines d'Essen sont le centre formidable. Or, voilà que l'ennemi prenait soin de l'aller déposer, lui, Rouletabille, dans l'ombre même de la Titania. Ils passent sous la porte, ils sont dans l'antre de la bête.
On les fait pénétrer tout de suite dans une petite pièce où ils doivent subir une visite minutieuse. C'est la 5e de ce genre depuis que Rouletabille est un pauvre prisonnier. Mais cette fois, les privautés, les exigences des préposés à cette redoutable inquisition n'eurent point le don d'irriter le jeune homme. La première phrase qu'il lit sur les murs de croupe est celle-ci, répétée sur de multiples écriteaux. Hütet euch vor Spionen und Spioninnen. Entendu, se dit en aparté le reporter. On y fera attention aux espions et aux espionnes. Vous pouvez regarder. Allez, rien dans les mains, rien dans les poches. Et les voilà maintenant qui traversent l'usine. C'est d'abord un préau immense, tout sillonné de rails, encombré d'engins, de débris, couvert de barres d'acier et de machines. Et puis ce fut une déambulation dans un tintamarre de plus en plus assourdissant, le long des murs interminables. Puis il y eut des cours à traverser, des conduites de fonte à enjamber, des voies à éviter, des machines monstrueuses à contourner, pendant que ronflaient les feux d'enfer dans les cheminées géantes et que, de temps à autre, surgissaient des visions de démons dans des fleuves de flammes quand la porte d'un atelier était poussée. Enfin, tout au centre, ou tout au moins au beau milieu des établissements Krupp, la petite troupe s'arrêta devant une grande caserne de briques noircies par la fumée. On la fit entrer dans un vestibule branlant dont les murs crevassés étaient étayés par des poutres neuves. Un escalier sordide. Le Feldwebel s'y engagea, appela quelqu'un, et un autre sous-officier apparut sur les marches grasses et noires. Ils échangèrent des feuilles et procédèrent à l'appel des prisonniers. Michel Talmar a répondu le premier présent. Il est aussitôt dirigé par un vieux soldat vers un dortoir lugubre. Il y a là une succession considérable de chambres qui servaient autrefois de dortoir aux ouvriers célibataires, explique le vieux territorial bavard. Ces chambres ont été dernièrement consacrées au logement des prisonniers militaires qui travaillaient à l'usine. Ainsi, Rouletabille va coucher à l'usine même. Ah, comme il est récompensé de cet éclair de génie qu'il a eu en saisissant tout à coup le parti qu'il pouvait tirer de ce passage du récit de Nourri où celui-ci avait parlé de la fabrication des machines à coudre à Essen. Si seulement il pouvait apercevoir la candeur. Quel coup d'œil il jette sur toutes les chambres dont la porte est entr'ouverte, mais ces chambres sont vides. Les prisonniers, à cette heure, sont aux ateliers. C'est tout à l'extrémité du couloir, à la dernière porte de droite, que l'on conduit Rouletabille. Son territorial lui fait signe qu'il est arrivé. Il doit cependant attendre ses compagnons de captivité dans le couloir avant d'entrer dans la chambre. Ceux-ci arrivent et s'arrêtent, à tour de rôle devant des portes qui leur sont désignées par le Feldwebel. Le couloir est gardé aux deux extrémités. Sur un ordre, tout le monde disparaît dans les chambres. Il y a une fenêtre par chambre. Le jour qui pénètre par là est des plus pauvres. Rouletabille constate en effet que la cour, au centre de laquelle s'élève sa caserne, est ceinte de hauts bâtiments noirs. Ce n'est pas encore là qu'il apercevra quelque chose de l'édifice monstrueux dans les flancs duquel les Allemands cachent la Titania. Depuis qu'il est à Essen, il ne songe qu'à elle, mais en vain. À tous les angles de rue, sur toutes les places au-dessus des murs, son regard a-t-il cherché quelque chose de la gigantesque bâtisse. Rien n'est venu lui rappeler la silhouette bizarre du monument fantastique dont a parlé Nourri. Il se retourne et considère attentivement ce petit coin dans lequel il va vivre et se reposer entre les heures de travail. Il y a là 10 lits de fer, peints en verre, bas, et recouverts d'une limousine grise. Des lits. Décidément, on les soigne. On les gâte, ceux qui consentent à travailler chez Krupp. Contre les murs, 7 armoires étroites, des portraits, celui de l'empereur et de l'impératrice, celui des 2 Krupp, le père, barbe blanche, nez fin, œil énergique, très ferme et anguleux, le fils, le dernier, gras, l'air indécis, sans volonté, triste et doux, le nez portant des lunettes.
entre les portraits des pancartes où se lit l'éternelle inscription « Hütet euch vor Spionen und Spioninnen ».